C'est Bonjour à parti. toutes et à tous, bienvenue dans notre revue des films de l'été hors série Pop News. Oui, la dernière fois c'était en avril. Oui, nous sommes en septembre. Désolé, il y a des choses Ah qui se ouais. passent, voilà, on est tous les deux occupés. Le Japon c'est prenant, il faut s'en occuper, un peu comme lui mettre des couches, lui donner des biberons, lui dire bonne nuit, faire en sorte qu'il passe des bonnes nuits, enfin voilà. Mm. Et le bébé, bon, et ben il faut l'emmener aller voir des izakaya, C'est aller ça. au cinéma Manger des dans le sushis. port de Harajuku, voilà, il se passe des choses quoi. Il se passe des choses dans nos vies. Donc on est évidemment Il s'est désolé. passé beaucoup de choses. Non, on est désolé, mais vous comprenez, vous allez nous comprendre, évidemment. On avait beaucoup de choses à faire, c'est normal. Et on Comprenez-nous. espère que vous aussi, vous avez passé... Comprenez-nous, comprenez-nous. Non, 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 ça a été rapide. Je me suis pas rendu compte qu'on avait enregistré en avril dernier. Et que le temps était passé aussi vite. Enfin, l'été est passé à une vitesse, c'est cliché de dire ça, mais Grave. l'été est passé vraiment en une seconde pour moi. Enfin, je pense que toi aussi, t'as été vraiment occupé. Pas Ouais, pour les mêmes raisons. ouais. T'as été occupé, voilà, avec ton petit izakaya que tu as biberonné. Voilà, non, non, c'était rapide, mais on voulait absolument quand même revenir sur cet été de films parce qu'il y a eu quand même beaucoup de blockbusters, pas Mm. que des blockbusters, mais quand même en grande partie. Des choses qu'on a vues tous les deux, des choses Mm. que tu as vues tout seul, moi j'ai vu tout seul. C'est ça. Faut savoir aussi que moi, comme je suis au Japon, il y a beaucoup de films qui sortent en décalé par rapport à la sortie française, des films qui ne sortent même pas du tout parfois. Genre, évidemment, Sinners, que je suis dégoûté de ne pas avoir vu. Punt, Évanoui en français, qui n'est toujours pas disponible au Japon. Et tout le monde en parle sur les internets et ça me fait un petit peu rager, mais je ne dirai rien. En tout cas, voilà, on voulait absolument revenir là-dessus et on espère que ça va vous plaire parce qu'il y a forcément des films que vous avez vus Ouais. dans la liste qu'on va dérouler. Et je te propose qu'on commence, Thomas, si tu as Ouais, bah le juste conducteur sous préciser les yeux. évidemment qu'on n'a pas vu tous les films de l'été, malheureusement, et loin s'en faut. Mais bon, il y en a un certain nombre que vous allez reconnaître parce qu'on est allé voir quand même les plus gros. Et, euh, et Hmm. voilà, l'idée c'est évidemment de faire un petit panorama de ce qu'on a pensé de tout ça, d'avoir un petit peu de discussion aussi avec les gens dans le chat si le cœur leur en dit, et puis voilà. On va commencer évidemment par, on va dire, le gros duo de l'été, histoire de commencer par les gros. On va commencer d'abord par les 4 Fantastiques, qui est en fait rétrospectivement le Allons-y. dernier à être sorti au cinéma par rapport à Superman, parce qu'on évoquera Superman juste après. On a tous les deux vu les deux, donc on va commencer tranquillement. Les 4 Fantastiques, petite chose spécifique, c'est que c'est le premier 4 Fantastiques à être intégré au Marvel Cinematic Universe, après les deux précédents qui étaient des foirages absolus de 20th Century Fox au début des années 2000. Donc ils les ont... T'as des choses à dire? Courage. Non, mais c'est des films d'enfance et d'adolescence quand même. Je comprends. Jessica Alba quand même, je veux dire, c'est pas n'importe qui, tu vois. J'ai beaucoup d'affection pour ces films-là qui sont pas bons, on Non. est d'accord, mais j'ai quand même un petit peu de nostalgie pour ces deux films-là. À la rigueur, Pas le pour celui de premier... Josh Trank après. À la rigueur, le Ah premier oui, 4 ouais. Fantastiques, le Silver Surfer, j'ai beaucoup de mal quand même. C'est vrai, même si le car design est cool du Silver Surfer. Mais Oui, très alors c'est mauvais par contre Galactus sur derrière Galactus. qui, moi, me gêne. C'est le nuage de Galactus qui est pas Ouais. bon, enfin ça sert à rien quoi. Mm. Mais bref, c'est pas le sujet, en tout cas voilà, c'était Et c'est vrai que des tu me grands films. rappelles l'existence du 4 Fantastique de Josh Trank, du coup, de 2015, ou un truc comme ça, qui lui aussi n'est pas 2015, dans le ouais. MCU, et qui, bon, lui est effectivement un peu... Bon. Voilà, donc les Compliqué. 4 Fantastiques, premier pas, intégration du coup des 4 Fantastiques au MCU, dans un truc un petit peu, enfin qui, moi je me rappelle quand on parlait du film dans Pop News au niveau des actualités et qu'on découvrait qu'en fait c'était un film qui allait se dérouler dans les années 60, ça nous avait un petit peu piqué notre curiosité. Mm. Et donc bon, film de Matt Shakman qui met en scène Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Bon Moss Backrack. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Écoute, moi j'ai pas passé un mauvais moment quand je suis sorti de la salle de cinéma. J'étais là en mode c'était chouette. C'était pas évidemment le film qu'on attend pour relancer un petit peu l'appétence autour du MCU, mais je pense qu'il faut un peu... Il faut un peu faire le deuil de ça. Je pense qu'on aura ça avec les 2 prochains Avengers très prochainement.
très probablement, mais pas... Bon, faut arrêter de s'imaginer ça d'un film one-off comme ça. Mais écoute, j'ai pas passé un mauvais moment. Est-ce que c'était pour autant indispensable? Je suis pas sûr. Non, je suis comme toi, je suis sorti de la salle de ciné, j'ai fait c'est pas mauvais, mais c'est pas génial non plus. Je suis même pas sûr de le revoir là dans les prochaines années parce que c'est un peu cousu de fil blanc Oui. tout ce qui se passe dans le film. C'est sur des rails, c'est pas des mauvais rails, c'est des beaux rails, ils sont bien huilés, il y a pas de souci, le train fonctionne bien, il est à l'heure, y a pas de problème. Mais il y a pas de vraie surprise quoi. On savait à quoi s'attendre, rien qu'avec alors, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le tout début, l'intro est bien, parce qu'il zappe très vite le côté on a chopé des super pouvoirs, machin, etc. Tout ça, c'est balayé en 5-10 minutes à peu près, et on part vraiment sur la famille qui est installée depuis des années, qui est les Fantastic Four, les gens les connaissent. On prend pas une demi-heure comme dans les premiers films pour expliquer d'où viennent les pouvoirs des 4 Fantastiques. Ça, c'est plutôt pas mal, mais à partir du moment où ça s'est passé, à partir du moment où ce montage est déroulé, bon bah finalement ouais, plus de grosses surprises, c'est sympa, c'est cool à regarder, mais c'est pas fou quoi. Ce que je retiens, évidemment c'est carré au niveau du casting, ça fonctionne bien, la famille elle fonctionne bien, ce qu'on leur donne à jouer est plutôt ok, mais ce que je retiens vraiment, ce serait la DA. Qui est originale et qui vraiment là pour le coup fait pas du tout CGI crado, on sent qu'ils ont mis les moyens, des vrais plateaux, ils le disaient en interview qu'ils ont vraiment tourné sur des trucs palpables quoi, enfin où il y avait vraiment des gros morceaux de décor où c'était sympa, donc ça se voit aussi à l'écran, ce qui rend le film un peu plus vivant et en tout cas un peu plus crédible je trouve, mais derrière ils avaient la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient en ayant les Fantastic Four sur une autre planète, en tout cas pas dans la timeline et l'univers classique du MCU, donc c'est dommage de ne pas en avoir profité. C'est surtout ça en fait qui me dérange, parce que quel intérêt de pas les foutre là, de les foutre là, et pas dans la timeline véritable du MCU, je vois pas trop. Très probablement pour justifier pourquoi ils étaient pas là depuis, dans les 36 autres films du MCU. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu, tu sais, Terre, je sais plus combien, pas celle du MCU, je me suis dit tout de suite, bah ouais, mais du coup, en termes d'enjeu, on perd peut-être un petit peu du truc. Bon, après, je me suis mis dedans et la suspension d'incrédulité a fait le taf. Derrière, du coup, on sait pas exactement comment ils vont raccrocher les wagons avec le MCU et les faire apparaître, du coup, dans Avengers, etc. Il y a un truc, moi, tu parlais de DA, je pense que c'était une vraie bonne idée de les mettre dans les 60s. Il y a... pareil, les décors, ça donne quelque chose de stylé, les props aussi, c'est plutôt cool. Moi j'ai bien aimé ce truc-là, même sur le design des vaisseaux, on est vraiment sur un truc un peu ancien et pas super futuriste, je trouve que ça rend bien. Tu parlais du casting, où le casting fait le taf. Moi j'ai un petit bémol sur Joseph Quinn, où j'ai l'impression qu'en termes de physicalité, il a vraiment du mal avec son physique, tu sais, un peu bodybuildé pour le rôle, où tu sens, tu sais, qu'il est vraiment épaules hyper carrées, et en fait, il sait pas quoi faire de son corps. Il est tout le temps, les biceps en avant, ça me gêne beaucoup, parce que, ça m'a un peu gêné au début, et Joseph Quinn, que j'aime beaucoup par ailleurs, je l'ai trouvé un peu paumé, en fait, dans le film. J'ai lu un petit message dans le chat de Pedro Pascal qu'on voit trop. Je suis presque un peu d'accord. Je commence à être totalement d'accord maintenant. À tel point que dans le final des 4 Fantastiques premier part, il nous fait un remake de l'épisode 1 de The Last of Us en fait. Mais c'est juste avec Vanessa Kirby. Et du coup... Ah oui, tout à fait. En fait, c'est assez frappant parce que c'est vraiment la même scène, la même mise en scène, et c'est juste avec 2 personnages différents. Et tu fais... je l'ai peut-être un peu trop vu récemment. Et en plus, Joseph Quinn et Pedro Pascal ont joué ensemble dans Gladiator 2 il y a pas longtemps. C'est vrai. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup de personnes au même endroit en ce moment quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un Joseph Quinn il a pas la carrure d'un Chris Evans par exemple, donc ça fonctionne pas aussi bien. Et Chris Evans c'est beaucoup plus naturel quand il est complètement bodybuildé. D'ailleurs pour la petite info, en ce moment Chris Evans a vachement repris de muscle. On se demande bien pourquoi. Peut-être qu'il apparaîtra dans un
prochain Avengers, ce serait rigolo. Et ouais, c'est pas qu'il fait engoncer dans son truc, mais c'est vrai que dans son costume, il y a un truc qui fonctionne pas trop, quoi. Ouais. Mais c'est pas lui, vraiment pour moi, le moins bon des 4. Ce serait Ebon Moss Backrack ou Bahar, je sais pas comment on dit, qui est vraiment transparent, quoi, et Oui. qui n'apporte vraiment rien. Là où Chris Evans, c'était le débilos dragueur des 2 premiers Fantastic Four, Joseph Quinn propose quelque chose de plus subtil, d'un truc un peu plus sympa, je trouve, sur la personnalité de la Torche Humaine. Que, en fait, la chose dans celui-là, c'est vraiment la chose qu'on a vue avant, et même moins intéressante, je trouve. C'est vrai. Donc c'est pas très cool. Je suis Mais d'accord par avec contre, toi que... Vanessa... Ouais. Je suis d'accord avec Vas-y, toi vas-y. que en termes de scénar, il a rien à faire en fait la chose. C'est super triste. En fait, toutes ces scènes, c'est avec Joseph Quinn, ou alors avec cette nana là qui est dans qui fait la prof dans un des quartiers de New York ou un truc comme ça. Bah, il a 2-3 scènes avec elle. Natasha Oui, Lyonne, Natasha ouais. Lyonne, qui est à cet endroit. Et au final, il n'a pas de parcours, ce personnage. Non. Il Non, est il a rien. toujours faire valoir de Il a quelqu'un rien. d'autre. C'est un peu dommage. C'est pas parce que pour le coup, la chose, c'est un personnage qui a des choses à raconter, littéralement. Parce que il est justement, il aime pas du tout sa transformation. Là, au final, on s'en fout. Il est très bien dans sa peau. Oui, il a l'air très ok avec. C'est un peu T'as bizarre. une petite vanne sur Global in Time, quoi, Ouais. qui est amenée. Ouais, c'est vite fait, quoi. Non, ouais, je suis vraiment resté un peu sur ma faim sur les personnages, à part Vanessa Kirby, donc Sue Storm, qui est bien, qui est vraiment travaillé, Ouais. et ça fait plaisir d'avoir Oui. Sue Storm qui est, C'est vraiment le personnage qui est principal, une hein, femme très franchement. forte. Ouais. Complètement, ouais. Alors qu'on pourrait se dire que c'est Monsieur Fantastique, mais pas du tout, quoi. Donc ça c'est cool. Pedro Pascal qui est en vraiment régime tranquille, total, oui. mais parce qu'on lui en demande pas beaucoup non plus, Non, c'est vrai. à part d'écrire à la craie sur un tableau et cerveau et l'univers. Donc ouais, c'est un peu fadouille en fait, je trouve, comme film. C'est encore une fois pas mauvais, mais pas bon non plus, quoi. Ça se mange, mais c'est pas incroyable. Ouais, je pense que c'est plutôt bien résumé. C'est plutôt fade. Ça fonctionne. Tu le regardes sans déplaisir. Oui. Il y a même des petites scènes qui m'ont cueilli, parce que forcément, moi, la thématique de la famille, ça me parle bien, donc voilà. Mais ça manque. Il y a quelque chose qui... Ça manque un peu, quoi. Ouais, il y a pas de folie. En fait, ça manque de folie, et on parle des Fantastic Four, quoi. Normalement, ça devrait être complètement fou. Enfin, ils pourraient faire des trucs En incroyables. parlant de complètement fou, très franchement, je trouve que les pouvoirs de Monsieur Fantastique sont un peu passés sous le tapis, parce que peut-être que c'est pas très crédible le côté c'est un homme ficello, quoi. Et donc du coup, il l'utilise très très peu au final. Ouais. Que Sue Storm, par contre, là, elle a le droit de briller. Sue Storm, la Torche Humaine, ça va. La chose, on l'a dit, un petit peu mise sur le côté. Et Ben, un peu quand même, ouais, de ses pouvoirs, tu les vois quand même un peu quand même. Je vois, ouais. Ben Grimm, il tape des trucs, il utilise. Je trouve que l'homme fantastique, pour le coup, il fait pas grand chose. Mais ils utilisent que la version gros cerveau de Reed, en fait. Ils veulent pas en faire autre chose, quoi. Et de façon très convenue d'ailleurs, parce que c'est ah ouais, t'es super malin, mais par contre, en intelligence émotionnelle, t'es nul. Bon, on l'a pas vu juste 20 000 fois, ça. Ouais, non, c'est abusé. Bon. Ouais. C'est quand même abusé. Bon. Je pense qu'ils s'en gardent peut-être sous le coude au niveau de ses pouvoirs pour les films Avengers, peut-être. Parce que je pense que ça peut être quelque chose d'assez incroyable, mêlé avec les autres persos. Mais c'est vrai que dans celui-là, c'est pas très intéressant. Quoi. On n'a pas parlé de Galactus ni de la Surfeuse d'Argent. Surfeuse d'Argent qui fait le taf, moi je trouve. Ouais, Surfeuse d'Argent qui fait le taf. Moi j'aime bien Galactus. J'aime bien Galactus. Je pense qu'il faut voir le film en IMAX, c'est vrai que c'est cool. Il y a un côté vraiment impressionnant qui est bien foutu. Et la voix de, je sais plus comment il s'appelle cet acteur qui est impressionnant avec sa voix grave là de... Exactement, merci. Qui a une voix folle. Et non, ça fonctionne bien. Moi je l'ai vu en IMAX et j'étais très content. Et là-dessus, toute la séquence avec Galactus, bon, je spoil rien, vous l'avez vu dans la bande-annonce, hein, qui est vraiment très très bien. Ouais. Bien foutu. Mais tu sais où ça va, hein. Dès que la séquence... oui, je sais exactement ce qui va se passer. Ouais. En fait, c'est un film vraiment cousu de fil blanc et... Bon,
tant pis. Hein, Ouais. Donc du coup, bah, une je pense révolution. que pour le résumer, on dirait peut-être que c'est fadou et un peu plat, quoi. Ouais, exactement. Voilà. C'est pas très très. Et donc Réjouissant. on va voir son concurrent direct qui était sorti 2 semaines avant, c'est Superman, film de James Gunn, qui relance du coup un DC Extended Universe. Donc c'est le premier long métrage de ce nouveau DC Universe. Qui ensuite va être amené à avoir plein de séries, etc., etc. Là, il y a Peacemaker saison 2 qui est déjà dans cet univers. Bon, bref. Superman, du coup, bah, c'est tout à fait différent. Il y a des choses qui se recoupent dans la façon dont dont le scénario est traité. Le côté, on évacue l'origin story et on part tout de suite dans l'aventure. Les deux ont ce parallèle-là, tu sais, on ne nous remet pas au tout début le fait que ce soit un enfant qui arrive de Krypton, qui est élevé par Martha et Jonathan Kent, qui ensuite va au Daily Planet à Metropolis, tombe amoureux de Lois Lane, machin. Non, on est tout de suite dans l'action, et avec ce gimmick très comics, moi j'ai trouvé du panneau avec il y a 300 ans, il y a 30 ans, il y a 3 ans, il y a machin. J'ai trouvé que ça... 3 minutes. Ouais, il y a 3 minutes. Et j'ai trouvé ça malin de commencer ça comme ça, parce que bon, pour le coup, les origin story de Superman commencent à connaître. Il y a on peut par contre éventuellement dire que si, par exemple, c'est le tout premier Superman d'un enfant, par exemple, bah là, du coup, ça va manquer. Ouais, mais c'est tellement connu qu'il vient de Krypton, etc. Tu crois vraiment qu'un enfant comprendra pas les origines? Au pire. Je pense que, en fait, si tu veux, je pose la question un petit peu de façon rhétorique, parce que moi, ça m'a pas manqué, mais à la fois, je suis pas le public concerné, puisque bah, je sais. Mais en admettant que c'est ton tout premier film avec Superman, et t'es un enfant de, je sais pas moi, 8 ans, bah ce bagage-là, tu l'as pas. Tu vois. Donc est-ce que ça te manquerait légitimement? Tu comprends que ses parents viennent de Krypton, qu'il est tombé sur Terre, etc. Tu sais quand même, enfin, au fur et à mesure du film, oui, tu vois qu'il a des parents adoptifs. Ils le mettent en place plus tard, donc tu le comprends, je trouve quand même. Si t'es pas, c'est pas explicite, ça l'est explicite, mais je veux dire, c'est pas dit comme d'habitude, mais ça va. Et puis après, c'est comme ça, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est comme si, c'est ce qu'a voulu faire Gunn, il l'a dit plusieurs fois, c'est comme si tu ouvrais un comics en fait, Superman, et donc, bah, quand tu ouvres un comics Superman, soit tu connais, soit tu connais pas, mais je veux dire, c'est pareil si tu ouvres un comics Batman, d'un coup tu vas avoir Oracle, d'un coup tu vas avoir Nightwing et tout, et tu fais. Quand je connais pas Oracle, je connais pas Nightwing. Bon, bah, c'est pas grave, je continue, ok, et puis au fur et à mesure, tu vas faire ah, ok, Nightwing, il soulève son aile, et puis Oracle, ah, c'est la fille de Gordon, machin, etc. En fait, tu commences à relier les points, et ça va, c'est pas trop compliqué, quoi. Mais c'est une très bonne façon de commencer son film. J'ai trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé ça très malin. Le côté, en plus, bah, c'est la première fois qu'il perd, machin, tu vois. En fait, moi, je trouve que, bah, justement, comparativement aux 4 Fantastiques, je trouve que Superman a des choses à raconter. Sur son personnage, sur son univers, sur la façon dont ce personnage interagit avec son univers, a aussi évidemment, bien sûr, des choses à raconter sur notre période actuelle, mais sans jamais oublier ce qu'est le style un peu foutraque de James Gunn, tu vois. Moi, je retrouve James Gunn partout dans ce film. Dans le casting de personnages secondaires tout autour, je vois énormément des Gardiens de la Galaxie. Il y a vraiment ce truc-là de... Bon, évidemment, l'utilisation de la musique et des morceaux un peu par-ci par-là, le côté un peu tracklist de James Gunn est peut-être un tout petit peu moins prononcé dans Superman, mais il est quand même là. Il y a un... Voilà, donc c'est indubitablement un film de James Gunn. Je trouve que c'est un bon film Superman parce que ça représente bien qui il est, à mon sens, dans cette façon de justement toujours s'opposer un petit peu, même de façon un peu naïve, et c'est un truc qu'on peut toujours, qu'on a souvent reproché à Superman, c'est que c'est un personnage un peu niais, un peu trop good guy, tu vois. Mais justement, je trouve que c'est hyper assumé dans ce film.
Il y a ce côté, oui alors. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et pour faire le parallèle à comment je suis sorti la séance de Superman par rapport à 4 Fantastic, j'avais un vrai smile quand je suis sorti de la séance de Superman. Ouais, pareil. Je pense que c'est être gentil, c'est un peu punk rock en fait, je pense. Non, je suis d'accord avec toi. Alors il y en a plein qui aiment pas, hein, juste pour faire le petit truc, c'est assez clivant comme film. Ouais, de fou. Et je l'entends aussi, je suis entièrement d'accord avec ceux qui n'aiment pas ce film, et qui le trouvent trop niais peut-être, trop tillet, etc. Trop à l'opposé de ce qu'avait proposé Snyder, vrai, etc. Il faut le dire. Parce que Et Snyder, moi j'aime bien aussi ce que fait Snyder, Bien j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans Man of Steel. Il y a des trucs super aussi à regarder dans BVS, notamment la version longue, et son Justice League de Snyder, la Snyder Cut, est très très bien. Donc c'est pas du tout pour mettre les doigts en parallèle, mais je pense que voilà, faut pas oublier que tu peux avoir plusieurs versions de Superman. Mais celui de James Gunn, je le trouve super intéressant sur le côté, on assume pleinement le fait que ce soit coloré, que ce soit pour les enfants. On fait un hommage totalement assumé au Superman de Richard Donner. On est sur un Superman qui n'a pas peur d'être justement dans les bons sentiments, dans les grandes phrases clichés, et notamment il avec Lex, et il le fait aussi avec Lois Lane quand il est interviewé par Lois en mode Clark Kent, et qui lui dit des gens allaient mourir, il fallait que je les sauve quand même. C'est genre la pureté absolue en fait, c'est juste, je ne me pose même pas de questions, je vais sauver les gens, peu importe les agendas politiques de tel ou tel pays, peu importe, voilà. Et ça, je trouve ça bien. C'est sûrement très niais, mais évidemment que c'est très niais. Mais je ne demande pas ce que ce soit un documentaire sur la guerre en Ukraine ou ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, c'est pas grave. C'est juste, ça fait du bien, un petit peu de temps en temps, d'avoir un message, certes, qui vaut ce qu'il vaut. Et je ne base pas mes idées politiques sur ce que dit James Gunn dans un film Superman. Mais c'est juste que c'est plutôt mignon et frais. Et je suis d'accord avec Gunn quand il dit que c'est punk rock, le fait d'être gentil en fait. On a eu des années de cynisme et j'ai adoré ça, des anti-héros partout, à la télé, au cinéma. Superman en était un à un moment, enfin, surtout BVS, c'est un peu un anti-héros. Je veux dire, il y a des trucs où on en a mangé et c'était très bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, d'avoir un pur, au cœur noble, au cœur pur, moi je trouve que c'est c'est rafraîchissant quand c'est bien fait, et son film est plutôt bien construit. Je le verrais pas non plus d'une façon, je suis pas un fan du film, mais encore une fois j'ai trouvé ça extrêmement malin pour une nouvelle itération, parce qu'il avait, et on l'a dit souvent dans Pop News quand on faisait les news justement, on disait que c'était très compliqué de se départir de tout ce qu'avait fait Snyder avec le DCEU, etc. Et donc il fallait repartir sur quelque chose de nouveau. Il a souvent dit, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il fasse vraiment l'extrême inverse, quoi. Qu'il soit sur quelque chose de coloré, là où Snyder était dans le sombre et dans le dark. Et donc, avec toutes ces problématiques-là, il a quand même, je trouve, réussi à sortir un film et qui est sur l'un des super-héros les plus compliqués à traiter aussi à l'écran, parce que tout le monde le connaît. Il a techniquement aucune faille, à part justement la faille qu'exploite James Gunn, celle d'être trop gentil. Et il l'exploite très bien, je trouve, cette faille-là. Qui est sa kryptonite en fait. Techniquement, c'est sa kryptonite. En fait. Vraiment. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a beaucoup de moments dans le film où j'étais là en mode c'est super malin de faire ça comme ça. De le voir faire et de me dire en fait oui, il a bien pensé son film et c'est pas pour rien que c'est Superman qui lance son DC Universe. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les deux autres films qui sont prévus là, c'est Supergirl et Superman 2, ou plutôt Man of Tomorrow. On n'a pas parlé casting, mais je trouve que David Corenswet en Superman et en Clark Kent, c'est très bien. C'est un Corenswet Zouz, ça y est. Non, mais je le trouve vraiment incroyable. Et on l'avait call à l'époque, rappelle, quand il y avait les castings. On avait call que lui, il avait quand même la carrure, le truc, il a la gueule de Superman, vraiment quoi. Ça lui va bien, et tu vois, là où, j'adore Henry Cavill, là où Henry Cavill, évidemment, en Superman, il n'y avait aucun problème, je trouvais qu'en Clark Kent, bon, j'avais du mal à le voir journaliste, tu vois. Et que David Corenswet, ça marche pour les deux, en fait.
bien sûr. Et, et, euh, Ah, et comment ne pas parler de Rachel Brosnahan en Lois Lane, qui je trouve est excellente également. Notamment cette fameuse scène de dialogue, tous les deux, là, où c'est vraiment à couteau tiré, il s'y attend pas du tout dans sa façon d'être interviewé par elle. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, à la fois, évidemment, en termes d'acting, mais aussi en termes d'écriture. Et dernière chose, Nicolas Hoult en Lex Luthor, en vrai, ça. bah Très bien. franchement, Très bien. ouais, ça le fait de Ouais, fou. ouais, ouais, non, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, ouais. Non, non, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je suis curieux de voir Man of Tomorrow, parce que c'est là où, maintenant que les personnages sont installés, c'est là où on va voir quand même comment ils sont développés et à quel point, tu vois, tu peux aller plus loin avec ces persos-là. Mm. Mais non, ils sont super. Brosnan est vraiment très bien. Un truc que j'aime bien vraiment dans leurs échanges, c'est qu'ils sont ensemble depuis quelques mois au début du film. Et en fait, tu sens qu'ils se tournent autour, ils se cherchent. Et c'est plutôt intéressant d'avoir ce début de relation, et Oui. pas comme dans Man of Steel, la recherche de l'amour, ou comme dans la suite avec Brandon Routh, Superman Returns, Oui. où il y avait déjà plus ou moins l'amour, tout, etc. Ouais. Quoi. Mais là c'est un truc très très frais, très très naissant, Ouais. et ils n'hésitent pas à s'envoyer des petits actes, bon, surtout elle, envers lui, mais ça fait du bien. Et un autre, et les personnages secondaires, t'en parlais tout à l'heure, mais moi j'aime beaucoup Jimmy, Jimmy Mhm. Olsen qui est cool. Ce truc n'importe quoi là, qu'il arrive à draguer des meufs aussi jolies. Alors, c'est quand même très drôle. T'as un peu de gun là-dedans, t'as un peu l'humour un peu Ah bah, bien sûr, euh, sexo gentil, voilà quoi, bien mais sûr. voilà, un peu adolescent, mais ça fonctionne. Et un truc que j'aime un peu moins, c'est l'antagoniste, au-delà de Lex, sans spoiler. Il y a un antagoniste que je trouve un peu pété, qui est pas très très intéressant. Mm. Faut pas donner son nom, enfin bref, tu vois de qui je parle. Et par contre, un qui est vraiment vraiment bien, mais tout le monde l'a dit, je suis pas le premier, c'est Monsieur Terrifique, Mister Terrifique, qui est super, qui a vraiment, qui vole toutes ces scènes, comme on dit, qui vole toutes les scènes. Et voilà, non, c'est assez impressionnant d'avoir mis un perso qui est très secondaire quand même, aussi en avant, et que Ouais. tout le monde soit d'accord, quoi. Il fait l'unanimité, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis d'autant plus impressionné, on va dire, que il réussit à mettre tout ça dans 2h10 de film, tu vois. Hmm. Et Le rythme est très bon, hein. en termes de rythme, Le ça rythme est très... fonctionne. Je suis désolé, mais le message, moi, me va bien. Alors, effectivement, c'est un peu naïf, c'est un peu niais, c'est tout ce que vous voulez. Mais en fait, ça fait du bien, un truc un peu anti-cynique pour une fois. Euh, Complètement. et j'avoue que ouais, Anti-cynique, ça fait du bien, et je suis le premier à le dire, et vraiment, moi, ça me fait du bien vu le marasme actuel. Mm. Mais encore une fois, je comprends ceux qui n'accrochent pas. Oui. Je ne vais pas jeter la pierre à ceux Non, non, mais alors, bien qui trouvent sûr. ça trop Ouais. facile et trop niais, quoi. Après, je pense que, Mais, enfin, vous l'avez vu que évidemment le film était clivant d'un point de vue cinéphilique, et là il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le côté où on tape dessus parce qu'il est après, il mettrait en avant un agenda politique ou un autre. Bon, on souffle. oui, bon, on se doute bien oui, on souffle, on se doute bien de quel bord politique est James Gunn, hein. Voilà. Pas non plus, Mais, et d'ailleurs, rien à voir, mais tu parlais du fait que Gunn a voulu un petit peu émuler le fait d'ouvrir un comics. Et j'ai ouais. lu 2 comics Superman justement juste à la suite de mon visionnage. J'ai lu surtout All Star Superman de Grant Morrison, qui est une des influences du film. Et c'est impressionnant en fait, à quel point tu as un feeling similaire. Euh, tout particulièrement dans All Star Superman, où tu as vraiment beaucoup de choses qui gravitent autour de Superman, des personnages secondaires dans tous les sens, etc., qu'on t'explique pas spécialement en plus. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ce feeling-là était vraiment très bien rendu dans le film. Là, on peut dire beaucoup de choses du Superman de James Gunn, mais on peut pas dire qu'il renie l'héritage comics du personnage, quoi. Non, au contraire, et tu sens que Gunn est un vrai fan de comics. Ouais. Tu sens il connaît son sujet sur le bout des doigts, au-delà même de Superman. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est à la tête de DC Studios et qu'il va pouvoir proposer des choses intéressantes. Et tu sens que c'est, encore une fois, c'est pas du relais de com que je fais, mais il l'a dit aussi en interview, il fait, chez DC Studios maintenant, on fait les films, on produit les films, à partir du moment où le scénario il est terminé, Ouais.
et que on a mis le final au scénar. Et ça se sent en fait dans Superman, c'est-à-dire que Ah tu oui. vois que le film il est pas juste fait à l'arrache pour lancer la Ouais. franchise, enfin le nouveau DC Studio. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, quoi. Mm. Là, dans 2 ans, pile, on aura Man of Tomorrow. J'imagine que c'est Gunn qui va le réaliser, même si je crois qu'il l'a dit, plus ou moins. En tout cas, le film est en cours de prod, sûrement pas fini d'écrire, mais il sera écrit quand il sera produit quand il sera écrit, quoi. Et ça se sent, ça j'aime bien. Ouais. Ouais. Mais je suis très curieux de voir ce deuxième film d'ailleurs, parce que là pour le coup, on parlait de la relation Lex Superman, il va y avoir des choses très intéressantes à aller faire là-dessus. Complètement, et puis c'est le meilleur moment dans la vie réelle pour affronter Marvel, et donc de sortir des films comme ça à la chaîne avec Supergirl, Bien sûr. Clayface aussi, qui va sortir bientôt, et donc ouais, ça va être intéressant à voir. Ça fait longtemps qu'on espérait enfin une bataille entre les deux, quoi, Ouais. entre DC et Marvel. On l'a enfin, là c'est dans les 5 prochaines années jusqu'en 2030, Ouais. on va vraiment voir qui a le dessus, est-ce que DC va reprendre le dessus. Et ce qui est Voilà. chouette, c'est qu'en plus, ils se battent pas vraiment avec les mêmes armes. Tu vois qu'il y a un En truc plus. très spécifique que propose Gunn, mais que en plus, ça a l'air d'être assez libre en termes de la forme que ça peut prendre, les films et les séries que le DCU va introduire. Donc je suis vraiment Mhm. très curieux. Là, en ce moment, ils sont en train de filmer Clayface. Je suis sûr que ça Mhm. sera pas du tout la même chose que ce qu'on a vu dans Superman. Même Non. chose avec Peacemaker, c'est pas du tout pareil. Donc c'est ça c'est un des trucs qui m'intéresse aussi avec ce nouveau DC Universe, c'est le côté on n'a pas besoin de lisser notre tonalité sur tous nos projets. Chose C'est très qui bien. est un peu problématique maintenant qu'on en est à 38 productions Marvel, quoi. Mais ça, on en Ouais, parlera un parce que jour, peut-être dans un futur Pop News, où on fera un gros sujet, bien sûr, on reviendra sur tout ça. c'est évident. C'est Voilà. évident, c'est évident. Mais ouais. En tout cas, voilà pour Superman. Regardez-le si vous l'avez pas vu. Ouais. Un des films que j'ai le plus aimé, en tout cas des blockbusters de cet été que j'ai Ouais. le plus aimé. Superman, on a plutôt aimé, du coup, et plutôt plus aimé que les 4 Fantastiques. Vient le premier film où un des 2 membres du duo n'a pas pu voir le film. Et c'est Mission Impossible. The Final Reckoning, j'allais dire Dead Reckoning partie 2, j'étais trop habitué C'était à l'époque, ça. à dire ça. Ouais. Ouais. Et donc c'est moi qui l'ai pas vu. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir en salle. Le bilan final. Et le bilan final, effectivement. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir en salle, et très honnêtement, j'avais pas spécialement envie de me débrouiller pour le voir sur une télé. Enfin, en tout cas, dans l'immédiat. Ah oui. Et Oui, bien sûr. surtout pour le voir dans des conditions un peu moyennes, j'étais pas pressé de le voir dans des conditions moyennes. Bref, donc c'est Adrien qui l'a vu. De ce que j'ai compris, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait dit de Dead Reckoning partie 1 à l'époque. C'est que... Bah, je vais te laisser le résumer, dis-moi ce que tu en as pensé. Bien. Juste, ça me fait penser, est-ce qu'ils vont renommer Dead Reckoning partie 1 en Dead Reckoning tout court maintenant? Bah, je suppose que quand il y aura un grand coffret de toute la saga, oui, très probablement. Paraît logique, quoi. Ouais. Et je ferai mon petit classement des Missions Impossibles juste après. Allez, ça vous intéresse. Juste après la critique. Bon, alors, c'est la suite directe de Dead Reckoning, partie 1, ce Final Reckoning qui dure, rappelle-moi si t'as pendant que je parle, mais on est sur du 2h40 et quelques, je crois, il est très long. Qui prend son temps pour exposer énormément de choses dont on ne que faire, enfin en tout cas moi, c'est-à-dire que déjà précisons que je n'ai pas spécialement aimé Dead Reckoning partie 1, je le trouvais beaucoup trop mou du genou, beaucoup trop ça bavardait beaucoup pour pas grand chose, il y avait quelques séquences sympas, mais genre pas beaucoup à part celle du train évidemment à la fin, qui était certes impressionnante, mais je trouvais que la cascade qui nous avait mis en avant à chaque fois avec la moto était plus ou moins justifiée. J'ai revu le film avant de voir Dead Reckoning, avant de voir The Final Reckoning. Je l'ai un peu mieux apprécié qu'au cinéma, je dois dire quand même. Mais ça reste vraiment l'un de mes cibles que j'aime le moins. En fait, passer après Fallout,
je trouve que c'est extrêmement compliqué Oui. pour la franchise. Mais bref. Donc ce Final Reckoning commence juste après la fin de Dead Reckoning partie 1. On a Ethan Hunt et son équipe qui sont à la recherche de l'entité. En tout cas, ils cherchent la clé, deux clés pour justement contrer l'entité qui est une IA qui veut dominer le monde et donc détruire la Terre, entre guillemets. Sauf que Hunt, comme d'habitude, est un peu seul et le gouvernement l'autorise plus ou moins à faire ce qu'il veut, mais là c'est compliqué, donc il doit justifier ses actes. On le voit dans la bande-annonce, il y a Tom Cruise qui dit donnez-moi une dernière chance ou un truc comme ça. C'est quand il parle en fait à la présidente et au membres du gouvernement pour dire bon bah vas-y, c'est un peu le dernier mot pour sauver le monde et Tom, en fait, enfin Ethan Hunt, si on arrive à différencier les deux maintenant, je ne sais plus, mais part plutôt, en mission pour retrouver ces deux clés qui, une est tuée au fond de l'océan dans le sous-marin Sébastopol, qui a été perdu totalement et qui donne. Alors, je vais pas spoiler le film, même si c'est en fait un film qui vraiment fait que de l'exposition. Et à part ça, en fait, nous donne 2-3 scènes de fight qui sont filmées. Ils sont pas très bien filmés, je trouve. Macquarie a déjà fait beaucoup mieux, notamment dans Jack Reacher ou des choses comme ça. Donc, je trouvais que les scènes de fight étaient pas folles. Mais on a deux grosses séquences en IMAX. Donc je l'ai vu en IMAX et là je suis très content. Il y a même un message de Tom Cruise avant le film qui dit merci beaucoup de regarder le film en IMAX et de soutenir le film. Super. Et donc il y a deux grosses séquences. La première séquence, c'est une séquence de sous-marin. Dans un sous-marin. Qui est juste folle parce qu'en fait c'est une séquence dans laquelle il n'y a pas de dialogue, dans laquelle il n'y a pas de musique. Il y a vraiment une ambiance qui se crée. C'est assez dingue ce qu'ils ont produit en termes de mise en scène dans cette séquence-là qui dure, je pense, facile 15-20 minutes au milieu du film, donc qui vaut le détour. Le film vaut le prix. Vraiment, vous pouvez prendre votre billet, bon maintenant c'est fini quoi. Mais vous devez regarder le film rien que pour cette séquence-là. Et il y a une deuxième séquence qui intervient plus tard dans le film, avec des avions. Et vous l'avez déjà vu passer évidemment cette séquence un tout petit peu où Tom est accroché à un avion, voilà, un biplan. Voilà. C'est juste incroyable. Enfin, c'est pareil, c'est en IMAX, tu fais. Mais on en a vu tout le temps des séquences avec Tom Cruise qui fait n'importe quoi, etc. Mais là, vraiment. Voilà, j'ai peur, j'ai vraiment. Je fais des trucs où il se décroche, il se raccroche. Je fais, mais c'est pas possible en fait. À quel moment ça a pu être filmé sans qu'il soit totalement accroché, etc. Enfin bref. Okay. C'est assez incroyable. Donc en fait, le film est pas bon, son scénario est chiant. Le film est vraiment pas fou en termes de mise en scène. Justement, c'est beaucoup de plans. Il y a un nom à ça, c'est les plans obliques là où les personnages sont un peu de travers, où on leur donne en contre-plongée là, on leur donne voilà pour un peu de malaise, mais c'est vite fait. Le méchant est nul. C'est le même méchant que dans celui d'avant. Le méchant est nul à chier. Il s'est passé un truc dans Dead Reckoning 1, une disparition qui impacte, je trouve, la suite d'un personnage en fait qu'on ne retrouve pas dans la suite et qui était l'un des meilleurs personnages de la franchise, qui est arrivé dans l'épisode 5. Ce personnage n'existe plus et c'est trop nul parce que c'était vraiment l'un des meilleurs persos, qui est remplacé par un autre perso féminin. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, sauf pour ces deux grosses séquences qui... en fait, quand je remettrai le film, je remettrai juste ces séquences-là. Waouh, j'ai l'impression que tu es en train de résumer ce que j'ai pensé de Débulé, merci, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Débulé 10, c'est ça, c'est les plans débulés. Ouais. J'ai l'impression que tu résumes un peu ce que je pensais de Mission Impossible 7, et c'est quelque part ce que je craignais du 8. Et quand j'ai vu la longueur du film, 2h49, je me suis... Ouais. Si tu me dis en plus que c'est bon, ça vaut le coup pour les deux scènes, bon bah en fait on va les regarder sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui est chiant. C'est en fait ce qui me... Alors il y avait quand même toujours beaucoup d'expositions dans les films Mission Impossible. C'est des films d'espionnage, donc traditionnellement c'est des films qui s'exposent. Mais là, j'ai l'impression que, tout particulièrement depuis le 7, il y avait ce truc peut-être de... Il faut que notre scénario et que tout ce qu'on fait
ça soit par balle, tu vois, que ça Bien. soit bulletproof Ouais. d'un point de vue incohérence, machin. Et donc, du coup, on en arrive à des extravagances d'exposition comme ça, quoi. En fait, en plus, il y a un truc c'est exactement ça, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que le 8, on ne sait pas pourquoi, veut absolument raccrocher les wagons avec tous les épisodes précédents. Ils l'ont jamais fait auparavant, même dans le 7, Dead Reckoning Part 1, ils le font pas, et là dans le 8, t'as des flashbacks qui te rappellent l'épisode 2, l'épisode 3, des trucs comme ça, t'as des persos qui sont apparus, peut-être même dans le premier épisode, t'en as un qui revient, personnage random qui revient et qui a même un rôle important. Tu fais ouais d'accord, ok, à quoi ça sert? Vraiment pas à grand chose. Et en fait c'est bizarrement, et ça m'étonne de Tom Cruise et de McQuarrie, ils ont là-dessus ils ont compris ce qu'était leur franchise sur plein d'autres sujets et plein d'autres problématiques, mais sur ça, ils ont l'impression d'avoir créé une franchise où les gens se disent ah ouais génial, ah un rappel à l'épisode 2, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Vraiment, on en a rien à foutre de se dire ah super, là quand Tom il a couru telle ville dans l'épisode 3, c'est lié à l'épisode 8. Non mais les gars, en fait, ça se voit que c'est artificiel au possible ce que vous faites, juste pour dire on finit la saga, Ouais. la franchise. Et ça marche pas du tout. Donc en fait, ça rajoute encore plus une couche d'exposition et de détails et de trucs, et tu t'en fous totalement, quoi. Et voilà. Ok. Donc ouais, je trouve que c'est une vraie déception. Il est quand même meilleur que le 7 parce qu'au moins, il y a ces deux grosses séquences, je trouve, et ça fonctionne bien, mais le 7 était un peu bourbier. Et le 8, tu sens qu'ils l'ont réécrit aussi, hein, ça se voit qu'il y a de la réécriture, parce que le 7 a pas bien marché, Bien le sûr. retour critique et public était pas bon, c'est pas pour rien que ça s'appelle Final Reckoning et pas Dead Reckoning Partie 2, etc. Donc à la base, on fait beaucoup de choses comme ça. Donc ouais, tu sens que ça a été un film un peu compliqué. C'est pas un film malade du tout, mais c'est un film qui aurait pu être plus compliqué que ça, mais c'est pas un très bon film, quoi. Ok. Et donc voilà. Je Mais je peux donner mon regarderai à classement l'occasion. vite fait Ah oui, des je t'en petits. prie, je t'en prie. En dernier, je mettrais le 7. En avant-dernier, je mettrais le 8, donc Final Reckoning. Ensuite, je mettrais le 2, qui est vraiment pas bon. Ensuite, je mets le 3. Le 1. Le 4. Le 5 et le 6. Donc Fallout C'est numéro 1. dans l'ordre du moins bon. Ouais. Ouais. Ok. Fallout pour moi est parfait. Fallout, le rythme est incroyable. Les acteurs sont incroyables. Les enjeux sont compréhensibles tout de suite. D'action, les cascades, elles sont parfaites. Tu voyages, tu sais pourquoi t'es là. Le méchant est super. Enfin, non, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et ouais, Fallout, il est vraiment parfait. Tu vois que j'ai une Voilà. petite Et sensibilité particulière pour le 2 en vrai. oh là 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 Il est là. foutraque, mais je l'aime Ah bah ouais. bien. Tu l'as revu? Ça fait un moment que je l'ai pas revu. Revois-le. Mais Revois-le en tant qu'objet filmique, c'est vraiment une merde, hein. J'adore j'adore l'intro. Ah, mais l'intro, bien sûr, elle est super. L'intro est incroyable. Bien sûr. Bref, Bien sûr, l'intro, elle est on n'est folle. pas là Mais pour l'intro, classer c'est 3 minutes hein, sur 2 heures de film. je sais bien, je sais La bien. suite, c'est une tannée, hein. Je C'est sais vraiment bien. une tannée. Mais j'ai souvenir quand même de la bataille finale et tout, j'ai trouvé ça stylé, moi. Où il a la moto en mode Mais chevalier oui, qui font et une moi, joute, après, et bon, après il sort voilà, son gun. c'est bon, bref. Ouais. Mm. Voilà donc Passons à autre chose. pour Mais revois-le, Mission tu me diras ce que t'en penses. Impossible. Ouais, grave. Mission Impossible 8, du coup, bon, pas top, quoi. Je vais vous Non. parler, du coup, c'est à moi de vous parler d'un film qu'Adrien n'a pas vu. C'est F1, Vas-y, le film. dis-nous tout. F1, le film, du coup, film promotionnel, hein, on va pas se mentir, produit dérivé à la solde de la Formule 1, bien entendu, réalisé par Joseph Kosinski, mettant en scène Brad Pitt, Kerry Condon et Javier Bardem, entre autres. Je crois que c'est un des films qui s'est le mieux démarqué en fait en termes de box-office cet été. Écoutez, j'ai regardé ça, on est sur 2h35 de film hein, quand même, et on est sur, on va dire, un film qui utilise à son compte à peu près tous les poncifs des films de course. C'est-à-dire que on est vraiment sur, et
toute ressemblance et tout parallèle avec Top Gun Maverick est bien sûr fortuit, puisque Joseph Kosinski est aussi réalisateur de Top Gun Maverick, mais bref. On est sur un mec, donc Javier Bardem, qui est manager d'une équipe de Formule 1, et ça se passe très très mal, et il a besoin de quelqu'un pour redresser la situation, et à qui est-ce qu'il fait appel? Bien sûr à Brad Pitt, un ancien, un vieux de la vieille, qui conduit parce que c'est le bonheur de conduire, le bonheur de sa vie, c'est la conduite, etc. Malgré évidemment des fêlures dans son passé. Bon, évidemment, il est en binôme avec un jeune fou britannique fringant qui lui est là pour les paillettes, pour voilà, se faire un nom, etc. Donc on est vraiment sur la dynamique habituelle le vieux briscard qui va apprendre aux plus jeunes comment se comporter. Mais lui, le vieux briscard, il a des méthodes un petit peu bizarres et toute la Formule 1 aime pas spécialement comment il fait et donc du coup, bah, ils sont pénalisés, machin. Bref. Le film est un peu long. 2h30. Okay. Un peu trop long pour son propre bien parce que, bah, en fait, il met beaucoup en scène d'étapes dans ce parcours, à tel point qu'il y a des moments où ça se répète même un peu. Et c'est là qu'on ça commence à devenir un peu dommage, c'est que il y a un petit truc quand même. Il y a une vibe quand même sur la rivalité entre les deux personnages, les deux pilotes. Ça fonctionne, mais à force, on arrive sur... en fait, si tu veux, ils sont nuls depuis... Enfin, leur équipe, elle est nulle, elle est dernière, bonne dernière, et donc évidemment, pour gagner des trucs ou pour augmenter leur classement, ils sont obligés de faire des stratégies un peu bizarres. Sauf qu'en fait, à force de tout le temps répéter des stratégies bizarres, tu dis, ouais, bon, ça, en fait, au final, c'est pas possible, ça pourrait pas fonctionner, en fait, tu vois. Jusqu'à ce qu'évidemment, il débloque un truc, bon, bref, peu importe. Mais, écoute, j'ai trouvé que c'était appréciable en termes de visionnage. C'est pas du tout le film de l'année. Brad Pitt, il joue avec sa mâchoire. C'est tout. Okay. Il est là, vraiment, c'est fou. C'est ça. Allez, il est dans des charentaises, le gars. Hein. Vraiment, Bradou, il fait pas trop d'efforts. Mais il a raison, ça marche. Il y a un petit truc, il y a une petite vibe quand même. Il y a un truc un peu... Bah, ça fait vroom vroom, quoi. C'est Top Gun Maverick avec des voitures. Vraiment, on s'y attendait, et c'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que t'as vu... j'ai perdu le nom du film de bagnole tiré de jeux vidéo. Gran Turismo. Ouais, justement, j'ai failli le voir juste après, mais j'ai pas eu l'occasion. D'accord, parce que je l'ai vu et ça ressemble un peu à ça dans la vibe, un peu genre, voilà, le petit jeune, enfin, dans l'idée, quelque chose qui permet de repartir sur de meilleures bases. Ok. Ouais, bon, en vrai, ce qui m'intéresse plus au-delà du scénario, c'est la mise en scène. C'est comment la mise en scène de Kosinski, elle est... En fait, c'est très chouette dans les phases de course. Même si, en fait, là où limite, je pourrais peut-être être un peu critique là-dessus, mais j'ai presque l'impression d'avoir déjà vu un truc comme ça en regardant Drive to Survive sur Netflix, tu vois. Ça, c'est bon. Donc, je suis pas dans un truc de « Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie ». Et ça, c'est dommage. Ouais. Après, bon... Je pense que dans une salle de cinéma IMAX, peut-être que ça aurait été un peu différent, mais bon. En tout cas, je trouve que les phases de course, ça marche très bien. Par contre, dès que t'es plus dans une bagnole, on est les doigts de pied en éventail, hein, vraiment. Mais après, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais bon, c'est un film qui dure un peu longtemps quand même. Mais voilà, il y a un petit truc. Je trouve j'ai une sympathie pour ce film. C'est pas un grand film du tout. Mais moi qui n'avais pas vu de film de course depuis un petit moment, bon, celui-là, il coche toutes les cases. Il est pas désagréable. Il y a même d'ailleurs des petites... des petits dialogues un peu sympas entre Brad Pitt et Kerry Condon où ça fonctionne, même si évidemment c'est très cliché. Mais ça marche bien. Je sais que les grands amateurs de Formule 1 voient des problèmes dans ce film parce que c'est très hollywoodien. Moi, je vous avoue que
ça me passe au-dessus de la tête. Pour avoir vu Drive to Survive, évidemment, ils ont plein de petites références et de caméos par-ci par-là, de vrais pilotes de F1, de vrais managers d'équipe, de vrais journalistes de ce monde-là. Bon, tu sens quand même que c'est un film un peu de commande. Ça se voit. Oui, mais sûr. Malgré tout, malgré ce cahier des charges et ce côté peut-être un peu ronflant parfois de te dire oui, alors c'est ce machin-là qui va te faire du survirage ou du sous-virage et on t'explique comment ça fonctionne, machin et tout. Bon, mais ça passe. Mais c'est un peu... Parfois, c'est un peu trop long pour son propre bien, quand même. Ouais. Mais l'expérience au ciné vaut le coup. Oui, je pense. Largement. Ouais, ok. Moi, je l'ai raté au ciné. À un moment, j'ai hésité, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Tant pis. Mais je le verrai avec grand plaisir plus tard, quoi. Oui, mais ça passe très bien sur un plus petit écran. Hein, mais je pense que tu t'y gagnes, notamment dans les phases de course, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que bon, il y a des moments, j'ai un peu l'impression de voir juste Cars, quoi. Ce que j'allais dire, c'est Cars pour adultes, en fait. Bah, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Ciao. Ok. Ouais, en ce moment, d'ailleurs, je suis à fond. Le petit est à fond dans Cars. Il a découvert la voiture rouge. Et donc, du coup, il veut jouer avec. Et puis, on lit le bouquin. Donc, voilà. En ce moment, c'est Cars. Donc, oui, il y a ce côté-là. Flash McQueen, c'est le meilleur, quoi. Bah, voilà. C'est incroyable. Bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, Formule 1, franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. C'est sympatoche. Ok. Très bien. Voilà. Très bien. Bon, bah, je le regarderai plus tard. Mais avec un film que tous les deux on a vu. Et qu'un certain nombre de gens dans le chat ont vu également. On va pouvoir interagir là-dessus. C'est 28 ans plus tard. Allez. 28 ans plus tard, film de Danny Boilet qui revient du coup aux affaires. Ça fait un moment que Pop News existe, mais ça fait un moment qu'on vous parle de 28 ans plus tard. Donc ça y est, c'est le moment de parler un petit peu de ce film. Ça fait un moment que j'étais hypé aussi par ce film. Je me souviens avoir vu 28 semaines plus tard avec toi. Pour la première fois. Oui, c'est vrai. 28 semaines, ouais, tout à fait. Non, 28 semaines, tout à fait. Parce que 28 jours, j'avais déjà vu, mais 28 semaines, j'avais pas vu. Donc, on est quand même du coup sur une suite au deuxième épisode qui était sorti en 2007. Donc, c'est 18 ans plus tard. Ouais. Donc, 28 jours plus tard, c'était 2002. Il y a un truc qu'il faut préciser tout de suite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard, mis à part le fait que ça se déroule toujours au Royaume-Uni et qu'on est toujours sur l'après ce fameux virus qui ressemble un peu à la rage qui a infecté tout le Royaume-Uni. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils zappent la fin de 28 semaines plus tard. Oui. De façon, il la balaye quand même très très vite. Ah oui, alors que, ce qui se passe à la fin de 28 semaines plus tard, non, ne vous inquiétez pas, c'est réglé. C'est bien dommage. On va revenir en Grande-Bretagne. Ouais, franchement, j'aurais été hypé de fou. Hein. Bah oui, c'était ce qu'il fallait faire pour moi. Enfin, ce qu'il fallait faire, je sais pas, ça aurait été différent. Mais il y avait moyen de faire quelque chose de grand avec ça. 28 ans plus tard, ils partent dans une direction que je voyais pas forcément. Et c'est un film que j'ai trouvé très intéressant quand je suis allé le voir au cinéma. J'ai trouvé qu'il proposait beaucoup de choses, mais faut le digérer un peu, quoi. Encore une fois, je comprends aussi que le film ne plaise pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le film, notamment au niveau de sa mise en scène, tente des choses. Alors, il y a beaucoup de... Ça a été le grand truc à l'époque. Oh là là, ils ont tourné un iPhone, etc. Alors, oui, techniquement, oui, mais sur des rigs incroyables, et puis avec des objectifs de fou, etc. Donc voilà. Et surtout pour des scènes de ralenti, et les zombies se prennent des flèches dans la tête, avec une sorte de bullet time, en fait, bizarre. Ce qui est un effet qui est plutôt sympa. Qui est utilisé trop, qui est beaucoup trop utilisé dans le film, mais qui est un effet sympa. Mais en tout cas, c'est un film qui tente des choses. Donc au niveau de la mise en scène, il y a des scènes de rêverie bizarres. Il y a une scène où les héros se font poursuivre, qui est assez, je trouve, onirique et incroyable, avec la mer en fond, la lune, enfin les étoiles, le ciel, etc. Enfin, il y a vraiment des super beaux plans. Il y a une scène aussi où on voit les infectés au loin, à côté d'un arbre, dans une prairie. Enfin, ça c'est quand même
un truc que tu retrouves que, je trouve, dans cette franchise-là, notamment dans le premier, en fait, surtout dans le premier. Voilà, des plans léchés, et tu vois que c'est Danny Boyle qui est de retour, ce qui n'était pas le cas à l'époque dans le 2. Et pour moi, c'est plus une suite au 1 en termes de réalisation, en termes de mise en scène, en termes d'idées visuelles, que le 2, qui était... Le 2 est un film très sympa, j'ai revu il y a vraiment pas longtemps, je l'ai revu cet été avant le 3, mais qui est plus convenu, on va pas se mentir, qui est moins, comment, dans un esprit de artistique, à tenter des choses, etc. Et donc, ouais, bah, ce film-là, en fait, je pense que c'est l'un des films que j'ai le plus kiffé cet été, et j'ai très envie de le revoir. À tête reposée, je pense que je le reverrai plus tard. En plus, je l'ai vu dans un cinéma japonais, donc juste en full VO. Et ils ont quand même un accent à couper au couteau hein, dans 28 ans plus tard. Donc, il y a des trucs, des fois, je pense que j'ai un tout petit peu zappé. Mais j'ai trouvé que ouais, c'était intéressant. T'en as pensé quoi, toi? Moi, je suis sorti, j'étais un peu déboussolé parce que j'avais ce sentiment de pas avoir aimé du tout. Ouais. En fait, je te rejoins de fou sur la qualité, enfin la recherche du bon plan, la recherche de comment faire un truc un peu différent, un peu sympa, parce que 28 jours, 28 ans, c'est pas The Walking Dead, quoi. On n'est pas du tout dans le même délire, on est vraiment sur un truc très britannique, très européen, enfin non, vraiment très britannique en fait, dans cette façon de mettre en scène l'apocalypse zombie, quoi. Donc effectivement, il y a des trucs, il y a des choix qui sont très tranchés et que j'avais presque... Moi, j'ai pas revu les 2 films avant de voir le 3e. Et j'avais un peu oublié, tu vois, que parfois on s'incommode pas trop du maquillage des zombies. Parfois c'est juste des gens qui sont à poil quasiment. Oui. Ça c'est un reproche que je fais quand même. Ouais. Donc du coup, bon, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça et donc ça m'avait un peu surpris sur le moment. Mais moi, c'est pas tant évidemment Danny Boyle. On retrouve un petit peu des moments de folie Danny Boyle que j'ai apprécié du coup dans le film. Moi, ce que je reproche plus au film, c'est que on va dire que les 50% enfin, le début du film se passe très bien, enfin, en termes de scénario, moi ça me va. On suit du coup surtout ce gamin en fait qui vit sur une île un petit peu au large du Royaume-Uni, mais pas trop, qui est quand même connecté 2 heures par jour aux îles britanniques, et du coup ils sont un peu en relative sécurité à cet endroit-là, et donc ils ont créé une espèce de mini-société à cet endroit-là, où il faut un peu former les gamins à la survie, et donc ce gamin-là vit sous la coupe de son père, qui est évidemment une espèce de mâle un peu alpha, joué par Aaron Taylor Johnson, qui a ce côté-là un peu violent, un peu, t'as 12 ans, allez, c'est parti, on y va, il faut que tu tues tes premiers zombies. Enfin, et j'ai trouvé que toute cette portion-là était hyper intéressante. Et à partir du moment où on s'en va et que on va gérer la quête du gamin pour sauver sa mère, parce qu'il a aussi une mère qui est malade, ça peut me toucher encore à ce moment-là, mais une fois qu'on est vraiment au Royaume-Uni, on commence à partir un petit peu dans des scènes qui n'ont plus grand-chose à voir, sur des personnages qui n'ont plus grand-chose à voir. Je pense notamment à aux militaires. Aux soldats, ouais. D'un coup, ça débarque comme ça, tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, j'ai compris après, et alors, tout particulièrement la scène de fin aussi, où tu comprends évidemment que c'est parce qu'il y a une suite et que machin. Et moi, c'est le truc qui me gêne en fait, c'est que c'est très quali en termes de prod, c'est très quali en termes de réal. C'est même plutôt très bien joué. Je pense notamment à Ralph Fiennes qui est un excellent personnage que j'ai hâte de retrouver dans la suite du coup. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il veut me raconter, et ça m'a gêné pendant un bon moment du film en fait. J'ai compris après le film, moi, ce que le film voulait raconter, quoi. Ouais. C'est pas assez, je pense que c'est pas assez appuyé, mais c'est vraiment le côté la société n'est pas forcément bonne du côté des humains non plus, en fait. C'est-à-dire que personne n'a vraiment raison. C'est-à-dire qu'on te fait croire pendant tout le début du film que, regarde, tu vas devenir un fils,
c'est comme ça qu'on fait, la société elle fonctionne comme ça maintenant, etc. Même si, justement parce que les infectés ont pris le contrôle, nous on a raison, nous on est les meilleurs. Et en fait, lui, sa quête après au gamin, c'est de comprendre que bah non, il y a un autre monde, notamment bah, avec Ralph Fiennes, le docteur. Il y a sa mère, en fait, bah, elle est pas si folle que ce que racontait son père. En fait, c'est juste qu'elle a des problèmes autres, on va pas spoiler plus que ça. Pourquoi que, bon, là, c'est là où le film pour moi a ses limites. Il y a une scène entre un infecté et une infectée et la mère, et là tu fais. Oui, genre, on n'est pas si différents. Bon, c'est un peu beaucoup, là, je trouve, quand même. Y a des choses, en fait, où ça fonctionne plus, mais sur plein de points, quand, que tu l'as dit, quand le gamin et la mère partent, tous les deux. Mais des problèmes je trouve, même logiques. C'est-à-dire, pourquoi d'un coup, il n'y a plus d'infectés pourquoi d'un coup, il se passe des trucs, genre quand ils sont dans la station-service, ça n'a aucun sens de survivre à une explosion, comme ils survivent, ça n'existe pas. Et puis même ces moments où, tu sais, on neutralise des infectés, enfin un infecté tout particulièrement, et bizarrement on le bute pas. Bah ça, je le comprends, et je pense que dans le 2 ce sera un peu expliqué. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce du 2. Je suppose, oui, j'ai vu la bande-annonce, et c'est là que je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un truc. Je pense qu'avec Ralph Fiennes et lui, il y a un truc, tu vois. Mais tu vois, tu comprends du coup d'où vient ma frustration, c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'est presque une série. Enfin que... Oui. Mais à la base c'est prévu comme une trilogie. Hein. Bah c'est ça, mais du coup, vu que moi j'avais pas ça en tête, je suis arrivé dans le truc et en fait il y a vraiment des moments où c'est des scénettes d'un épisode d'une série, tu sais, mais qui va aller voir un autre truc, genre bah, les militaires notamment, ça c'est et la fin, la fin du film, et donc je me suis dit. La fin est cool. J'aime bien la fin. Ah, j'ai pas aimé du tout la fin du film. Ah ouais. Non, je trouve que c'est. Mais si, je trouve ça cool. Mais c'est fait exprès et c'est très bien et c'est super. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très très cool. Et en plus, ça va être le 2, ça va être très bien. Je suis très curieux. En plus, j'aime beaucoup. Comment il s'appelle? C'est Jack O'Connell, non? Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Il est super cet acteur. Et qui était dans Skins. L'introduction du film. Parce qu'il y a un prologue. Trop bien. Il y a un prologue. Non, c'est pareil. Le prologue est trop bien. Et au final, le film ne te traite pas du tout de ce personnage. Donc, bah, il le fera. Il le fera. C'est ça. C'est pour ça que je te dis. Ouais, mais alors c'est intéressant parce que pendant tout le film, j'ai cru que c'était le daron, moi. Ce mec-là. Ah, ok. Le gamin du début, j'ai cru que c'était le daron en fait. J'ai cru que c'était Aaron Taylor-Johnson. Bah, t'as l'impression parce que d'un coup, tu passes sur lui et tu dis, bah, ça paraît logique, tu vois. Ça peut. Et ouais, c'est pour ça que moi je te dis, moi il y a un aspect patchwork scénaristique qui me gêne un peu dans ce film. Et qui peut-être, une fois que la trilogie sera terminée, me gênera beaucoup moins et je comprendrai. Mais là, en tant que film seul, ça m'a gêné. Je comprends. Mais je trouve que c'est un film qui est intéressant quand même, qui tente des trucs, genre l'effet infrarouge, là, quand on voit les zombies au début, là. Ouais. J'étais pas bien, hein. Avec la musique et tout, là, j'étais vraiment pas bien. Hein. C'est là que j'ai retrouvé un peu mon Danny Boyle, tu vois. Et là, j'étais content. Ouais. Il y a des trucs comme ça. En fait, le problème, c'est que ça devient des gimmicks rapidement, parce qu'ils les surutilisent, malheureusement. Le truc des flèches tout le temps, enfin du headshot tout le temps, le truc des zombies qui rampent. En fait, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo un peu bizarre. En fait. C'est que d'un coup, ils disent, il y a les alphas, il y a les rampants, et il y a les, je sais pas, les autres, quoi, classiques, quoi. Et tu fais, quel moment on est dans un Left 4 Dead ou je sais pas quoi, où d'un coup, il y a des gros qui rampent et des trucs un peu chelous, enfin, un peu bizarre, tu vois. Et surtout, le père fait des erreurs de ouf avec son fils. Quand il y a les rampants et des trucs comme ça, tu fais c'est pas normal, il devrait pas être aussi. Mais ouais. Il y a des incohérences dans ce film. Oui. Et ça, par contre, c'est pas lié, à la trilogie, c'est juste que ils ont merdé là-dessus. Ouais, je pense. Mais enfin, en fait, voilà, pour un scénario d'Alex Garland, je suis un peu déçu. Ouais, alors Garland, il a fait des trucs très bien, mais des fois il se touche. Hein, je suis d'accord. Genre Civil War. Là, je trouve qu'il se touche un peu. Il se touche un peu, Civil War il se touche un peu, mais par contre là il fait Annihilation et Ex Machina, et là tu fais bon bah, incroyable. Mais très curieux de voir ce qu'il va faire sur Elden Ring aussi. C'est lui qui s'en occupe. Hein. Et il est allé voir Miyazaki au Japon directement pour lui demander la permission, et apparemment il a pitché le truc, ça marchait. Mais putain, Elden Ring, gros morceau, hein. Faut être bon. Ouais, il y a du taf. Hein.
Mais bref, ouais, je sais pas. 28. En fait, encore une fois, on en parlera une fois qu'on aura vu déjà le deuxième. Complètement. Et aussi le 3. Bien sûr. J'ai peur que le deuxième soit moins intéressant au niveau de la mise en scène et de la réal parce que c'est Nia DaCosta et rien que la bande-annonce, tu vois que c'est moins foufou, mais peut-être que j'espère me tromper. Mais à voir. Ouais. Mais surtout vu les persos que ça traite, ça mérite un traitement. Bah, moi, je suis curieux complètement quand même loufoque, de voir le deuxième, parce qu'effectivement, retour de Ralph Fiennes et potentiellement du coup du flashback autour de lui, donc forcément, moi, ça m'intéresse, parce que c'est le personnage qui m'a le plus marqué de ce film-là. Après, à voir. À voir. En tout cas, moi, surtout je suis très mitigé sur 28 ans plus tard, et toi, t'es beaucoup plus positif. Bah, ça m'a fait du bien de voir un film comme ça, même s'il a plein d'imperfections. Ça m'a fait du bien, en fait. Je fais. Bah, en fait, on se plaint toujours de voir des films qui sont sur des rails, genre les 4 Fantastiques, des trucs comme ça. Là, c'est un film de zombies où ils auraient pu partir exactement à la fin de 28 semaines plus tard et on savait à peu près où ça allait. Là, non, ils décident de faire un truc totalement différent. La thématique, pour moi, c'est la thématique évidemment de la société, de l'amour filial, quand tu gères, tu vois, un truc. C'est pas très grand, c'est pas incroyable, mais ça fonctionne un peu et mais c'est pas le film de l'année, tu vois. Mais il y en a plein que j'ai raté, je pense que ceux feront plus, mais pour l'instant, celui-là, je l'ai trouvé bien. Ouais, pour le coup. Ouais. Et ça propose quelque chose de différent. Voilà. Ça, par contre, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que. Et c'est un film qui a cartonné aussi, hein. Putain, au box-office, ouais, on en a pas trop parlé, mais il a fait un carton. Hein. stylé. Je vais retrouver les chiffres, mais ouais. C'est assez ouf. Attends, laisse-moi regarder. Ah oui, je vois 150 millions de Il dollars a... sur le box-office. Ouais, c'est ça, il a pas dû coûter non plus, je sais pas, 150 millions de dollars et je sais pas combien il a coûté. Il a rapporté 70 millions aux États-Unis, au Canada, 80 millions ailleurs, et il a coûté que 8 millions de dollars. Quoi? Tu vois? Je crois, de 8 million movie. Non, attends. C'est ça, de 8 million movie open. Je crois que c'est ça. Ça me paraît pas grand-chose. Non, attends. Non, 60 millions de dollars. Ouais, parce qu'il a ouvert à 8 millions. Oui. Okay. Oui, c'est moi, j'ai craqué. Non, désolé. Ouais. Okay. 60 millions de dollars. Ouais. Ah, ça va, hein. Ma foi, donc 28 ans plus tard, on s'en reparlera très probablement au moment de sa suite, Le Temple des Morts, de Nia DaCosta, et c'est pour janvier 2026. Allez, encore un film qu'une seule personne a vu ici, c'est Jurassic World Renaissance, et c'est moi qui y allais. Film de Gareth Edwards, film d'ailleurs que Gareth Edwards a récupéré après le départ de je sais plus qui. Ça devait être un autre réalisateur qui s'en occupait, et au final c'est Gareth Edwards qui a récupéré le bébé au moment de la prod du tournage, tout simplement. Film donc le 4e de la saga Jurassic World, et donc le 7e de la saga Jurassic Park World au final, avec du coup Exit, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Vous ne nous manquerez pas. Et Welcome, Scarlett Johansson et Mahershala Ali. Ainsi que Jonathan Bailey et Rupert Friend. Écoute, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est assez médiocre en fait. C'est assez médiocre. J'adore Jurassic Park. Vous le savez sans doute. Là, c'est en plus un scénario de David Koepp, du coup, qui était déjà le scénariste de Jurassic Park à l'époque. Donc évidemment, ça donne envie, tu dis « Ah, ça va être chouette, peut-être qu'il y aura un retour aux sources, machin et tout. » Bah en fait, non, pas vraiment. Enfin si, il y a une espèce de parallèle qui se met en place entre Jurassic World Renaissance et Jurassic Park, parce que on met en avant deux groupes, en fait. Il y a une famille et des enfants qui sont insupportables, et des gens qui savent à peu près ce qu'ils font. Et donc ça, c'est le parallèle un peu habituel que reprend David Koepp par rapport à Jurassic Park. Mais il a des affichettes partout, lui, c'est fou. Le 28 jours plus tard. Je te donne du 28 jours plus tard. C'est incroyable. Et donc, il y a un côté, il y a des moments où tu te dis, en fait, il a essayé de faire des copier-coller,
Gareth Edwards, lui, il se fait plaisir, il rend hommage. Mais en fait, c'est un peu déjà vu, quoi. C'est comme reprendre, tu sais, le T-Rex avec la banderole, là, tu sais, qui descend devant le plan. Bon, bah, sauf que le T-Rex, c'est un fossile. Enfin, bref, tu sais, il y a des trucs comme ça, mais c'est presque un peu forcé. Les personnages principaux, particulièrement celui de Scarlett Johansson, tu sens que ils essayent de mettre en avant le fait qu'elle a un passif, qu'elle a un background, un historique, tout ça. C'est pas l'objectif. Qu'est-ce qui fonctionne pas par rapport à Jurassic World qui à l'époque avait relancé la franchise? Jurassic World ça avait cartonné, mais là c'est vraiment Jurassic World Rebirth, ça fonctionne aussi, hein. Ça cartonne aussi, hein. Mais je parle en termes de critique, parce que moi quand j'étais sorti de World, j'ai fait c'est ok, c'était sympa, j'avais passé un bon moment, tu vois, c'est cool. En fait, là les gens sont allés le voir, ils disent c'est nul. Donc, en fait, World avait World, il avait un peu le free pass que Star Wars 7A, tu sais, en mode bah c'est pas grave, ils relancent une franchise, ils font un remake. Que tu peux pas te permettre de faire ça au bout du 4e remake, tu vois. Donc il y a ce truc-là, il y a ce truc que les personnages en fait c'est juste des cases, enfin c'est juste des pions. Tu n'as aucune attache vis-à-vis de ces personnages-là, et donc du coup quand t'es censé avoir un peu de flip pour ces gens-là et pour leur survie, bah déjà forcément ça marche moins bien. T'as le sentiment un petit peu comme c'était le cas dans un certain nombre des Jurassic World 3 notamment, le sentiment en fait d'un rythme un peu artificiel, en mode là on a 10 minutes d'exposition, là on a 10 minutes d'action, il faut 10 minutes d'exposition, 10 minutes d'action, etc. Il y a un peu ce truc là d'une montée en rythme qui est en fait presque plate à force d'être trop calibré. Il y a ce truc de bon on va faire notre petite séquence d'action avec tel dinosaure, et puis une séquence d'action avec tel dinosaure. En fait on a un côté un peu jeu vidéo, parce qu'il faut aller taper tel dinosaure pour récupérer tel truc, il faut aller taper tel autre dinosaure pour aller taper tel autre truc. Bon bref, ça commence à faire beaucoup en fait de choses qui sont un peu moyennes. Et dernier truc, un autre truc qui moi personnellement me gêne dans la franchise Jurassic World, c'est qu'on n'est plus du tout sur une franchise de dinosaures, mais sur des dinosaures mutants. Et en fait bon, déjà ils sont hideux, et en plus t'as pas de... C'est impossible d'avoir un affect avec des créatures comme ça, tu vois. C'est des créatures. Et il y en a quasiment plus, en fait, des vrais dinosaures dans Jurassic World Rebirth. Ce qui se comprend par rapport au scénario, parce qu'on t'explique qu'on est là sur l'île des expérimentations qu'on ratait. Mais malgré tout, en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie de voir dans mon Jurassic Park? Je crois pas. Non, c'est ce qui fait tout le sel de Jurassic Park, en fait. C'est le truc des dinosaures qui ont vraiment existé, et là, le fait qu'ils utilisent des mutants... Moi, ça avait déjà commencé dès Jurassic World, en fait, avec le T-Rex chelou, là, Indominus Rex, là. Et qui était encore ok. C'était encore un peu ok, mais qui était too much, en fait. Ça devenait c'était pas une menace de la nature, c'était une menace... parce que c'est l'homme. C'est une menace venue de l'homme. Mais non, bref, je vois complètement ce que tu veux dire. Tu vois, ici, il est sorti le 8 août. Je suis pas allé le voir, j'ai un mois. Ça fait un mois que j'aurais pu aller. Clairement, tous les retours des gens, ça m'a déchauffé. J'ai fait, ouais, non, j'ai vraiment pas envie, quoi. Je vais attendre qu'il sorte en digital, mais sinon, ça... Mais moi, j'y suis allé parce qu'il faut que j'y aille, parce que voilà, c'est une franchise que j'aime, c'est des dinosaures et j'ai envie de les voir sur grand écran, tu vois. Mais Bien sûr. Jamais je vous dirais d'y aller, quoi. Et ça me fait chier, parce que je nourrissais de l'espoir dans ce film-là, parce que justement, pour sortir un petit peu du marasme World, au final, on est toujours dedans, quoi.
Et c'est un peu dommage. Quand j'ai vu Gareth Edwards, je me suis dit, ah, ça peut être chouette, machin. Et au final, bon, ah, tant pis. Je me rappelle plus, t'avais vu The Creator? Ouais. Ouais, j'ai vu The Creator. Et là, tu vois qu'en fait, c'est pour ça que je disais que Gareth Edwards a repris la machine en cours de route. Il n'a pas du tout fait la pré-prod, en fait. Il a été là juste parce qu'il fallait les dépanner sur la réalisation. Et ça se voit, en fait. Il n'y a pas de patte Gareth Edwards dans ce film-là. Il y a pas de... Il est là pour poser la caméra là où elle doit être posée. Et c'est à peu près tout. Et je trouve ça très dommage, en fait. Parce que... après, c'est pas non plus un grand réalisateur, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il peut avoir des bonnes idées, tu vois. Et là, je trouve que, alors, soit il est bridé dans ce film, soit on lui a pas laissé l'opportunité de le faire. Mais dans tous les cas, bon, le film cartonne, donc tant mieux, hein, mais c'est pas un grand film, quoi. Non, c'est exactement ce que je me disais, je vais vraiment attendre, quoi. Mais merci pour ton retour, parce que je voulais avoir ton avis. Je te l'avais pas demandé, en plus, je savais qu'on allait en parler un de ces quatre, donc j'ai fait exprès. Ouais. Et voilà, en plus, venant d'un fan de Jurassic Park World. Moi, j'adore Jurassic Park, mais c'est vrai que c'est une franchise qui est compliquée, hein, c'est parce que quand tu regardes sur les 7, il y en a pas beaucoup qui sont géniaux. Hein. Ouais, il y en a qu'un qui est génial, voilà. et le 2 est ok. Voilà. Et après, c'est nul. C'est ça. Voilà donc. Ça fait beaucoup. Faut aimer les dinosaures. Voilà. Bref, voilà donc pour Jurassic World Rebirth. Et on va enchaîner avec un film que tu as vu depuis le Japon et qui est japonais de mémoire. Exit 8. Exit 8 ? Tout à fait. Deguchi Hachi. La sortie 8 en français. Exit 8 qui est tiré du jeu vidéo japonais aussi, si je me trompe pas, qui est un jeu vidéo très simple. On est dans un couloir du métro japonais. Littéralement, il y a 3 couloirs. En fait, je dis un couloir, c'est 3 couloirs. Et le but du jeu, on est enfermé dans une boucle. Et pour sortir de cette boucle, il faut découvrir les anomalies qui sont présentes dans les couloirs du métro. C'est-à-dire que sur les murs, il va y avoir des affiches, par exemple, publicitaires. Sur le haut, sur le plafond, il peut y avoir plusieurs lampes qui éclairent le couloir, portes sur le côté, etc., etc. Si, quand on passe dans le couloir et qu'on ressort au bout du couloir et qu'on voit que c'est la sortie 2, ça veut dire qu'il n'y avait aucune anomalie. Parce qu'on est arrivé après la sortie 1. On avance après la sortie 2 et on explore le couloir. Et là, on va voir que il y a moins de publicitaires que dans le couloir d'avant, ou qu'il y a une porte supplémentaire ou une porte en moins, etc. Ça veut dire qu'il y a une anomalie. Et à partir du moment où il y a une anomalie, on ressort, on retourne en arrière, on revient sur ses pas, et ce qui nous permet d'avancer et donc d'aller jusqu'à la sortie 3, jusqu'à la sortie 8. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, mais je crois que c'est compliqué, mais j'ai l'idée. Ouais. Tu vois, bon voilà. C'est un jeu qui est extrêmement simple, c'est un jeu que vous pouvez regarder en speedrun, il y a des mecs qui le terminent en 2 minutes parce qu'on arrive à capter tout de suite les anomalies. En fait c'est un jeu de par cœur, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y a écrit... Ah, on ne t'entend plus, Adrien. Mince, excusez-moi. Voilà, c'est bon. J'arrive. C'est bon, ouais. Je suis de retour. Ok, mon iPhone a été capté, je sais pas pourquoi. Bref, donc je disais, c'est un jeu qui est très facile à comprendre. Vous pouvez regarder des speedruns sur internet, s'il y a des mecs qui le terminent très très vite. Voilà. Ils en ont fait un film. Très risqué de faire un film là-dessus. Oui, j'allais dire. Quand même un jeu, voilà, qui n'a pas de scénario, entre guillemets. Ouais. Et en fait, ils arrivent à en faire quelque chose de très cool, où c'est un type qui est exactement comme dans le jeu enfermé dans le couloir de ce métro. Il est répliqué vraiment 1 pour 1, c'est la réplique parfaite de celui qu'on peut trouver dans le jeu vidéo. Et il y a toute une phase au début en FPS qui est plutôt sympa, où en fait on voit le type qui avance, il téléphone à sa copine, etc. Donc on commence à créer un petit peu d'histoire avec ça. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, et on comprend au fur et à mesure, lui, qu'il est enfermé dans un espèce de labyrinthe infini, quoi, s'il trouve pas les anomalies. Sans spoiler, c'est une sorte de Silent Hill Light, ouais, dans le sens où en fait, ils ont fait quelque chose sur le trauma du personnage, sur pourquoi il est enfermé ici, etc. Il va voir des choses
qui sont pas censés être là, et en fait ça va lui rappeler des souvenirs de sa vie, de pourquoi, peut-être des choses qu'il aurait dû faire différemment, etc. etc. quoi. Donc je dis Silent Hill Light parce que Silent Hill c'est toujours la Ouais. ville qui te révèle tes traumas, Mhm. et pour ceux qui savent pas. Et donc là c'est vraiment à l'échelle d'un métro, donc beaucoup plus petit. Mais ça fonctionne bien, des idées de mise en scène qui fonctionnent bien, parce que c'est aussi un truc où c'est un huis clos. Qu'est-ce que c'est galère de faire un film comme ça, parce que c'est un environnement qui est tout blanc, le métro japonais, dalles blanches, et en fait ils arrivent à s'en sortir plutôt pas mal. Il y a un moment où c'est peut-être un peu redondant, mais si vous tenez le coup, ça va. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve ça très 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 ok. J'ai passé un très bon moment. Mais je peux pas en dire plus parce qu'il se passe des choses, j'imagine, voilà. j'imagine. Donc on est plus sur le côté psychologique. Ouais, c'est un thriller c'est un thriller psychologique avec une pointe d'horreur, mais on est plus sur un thriller psychologique, ouais. Ouais. Donc faut pas s'attendre non plus à avoir énormément de... Enfin, à avoir super peur. Non, il y a des petites phases, mais c'est... il y a deux vieilles japonaises à côté de moi. Des fois, la chatte, oh, et genre, ça leur faisait peur. Donc, moi, ça allait, mais elles étaient un peu flippées. Mais il y a des petites phases où ça peut sursauter, quand même. Stylé. Non, si, quand même. Il y a du petit jumpscare, quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plus thriller psy. Et je l'ai vu en japonais, et c'est très facile à... Ok. Voilà, donc ça marche. Ouais. Bah, stylé. Ça donne envie. Ouais. Pour il est sorti en France, hein, je crois. Pour information, le film est sorti le 3 septembre en France, donc c'est en salle. Donc allez-y, en fait. Il a été... Il est paru en sélection à Cannes, d'ailleurs, cette année. Il était en séance de minuit à Cannes. C'est ça. Et en fait, c'est un pote que j'ai vu au Japon qui m'en a parlé quand il est venu. Lui, il a été à Cannes. Il l'avait vu en avant-première à Cannes. C'est très cool. Et donc, j'attendais la sortie avec impatience. Quoi. Trop cool. Donc, ça s'appelle Exit 8. Et moi, ça me chauffe. Exactement. Ça me chauffe bien. Le jeu aussi, d'ailleurs. Ça rappelle le Japon, quoi. Ouais. Japan. C'est sympathique. Japan. Et dernier film à traiter dans notre petite besace de film de l'été, c'est moi qui l'ai eu. C'est K-pop Demon Hunters, évidemment. Difficile de passer à côté, je vais vous être très honnête, quand on est un peu connecté sur les réseaux sociaux et quand on a une compagne qui est fan de K-pop également. Et donc j'ai vu ça. C'est un film qui est sorti sur Netflix. Ça doit être en début août 2025, un truc comme ça. Donc le pitch est assez simple. C'est un girl band, enfin un groupe de musique K-pop, qui est composé de 3 meufs, qui en fait est dépositaire d'un pouvoir ancestral qui leur permet en chantant de protéger le monde des démons. Bon. Okay. Et en fait, c'est un truc qui se passe de génération en génération, donc qui commence évidemment dans un milieu un peu féodal, puis ensuite, ça passe les époques, et là on est du coup en 2025, et donc là c'est la K-pop qui protège le monde des démons. Donc on est vraiment sur un truc très acidulé en termes de visuel. Il y a beaucoup de violet, beaucoup de rose, beaucoup de rouge, vraiment ça pop à l'écran, quoi. C'est K-pop à l'écran. Ouais, et en parlant de K-pop, justement, ça chante beaucoup dans le film, des chansons qui sont produites, et ces chansons originales qui sont produites pour le film par une productrice de K-pop qui est connue, et ça fonctionne très très bien. Alors moi je suis pas un giga fan, pour être très honnête, mais c'est hyper entraînant, ça fonctionne super bien sur les scènes sur lesquelles c'est monté, et je trouve que ils réussissent vraiment à réutiliser tous les codes de la K-pop, que ce soit dans le côté dans le côté musical, mais aussi dans le côté un peu promotionnel, parce qu'on est un petit peu, en fait, c'est le plus grand groupe du monde qui est super connu,
Et donc du coup, tous leurs gestes sont un peu scrutés, etc. Par les fans. Et donc il y a vraiment cette dimension-là aussi. Mais c'est un parcours qui est très personnel, notamment pour le personnage principal qui s'appelle Rumi, et qui en fait a des choses à cacher, bien sûr, mais surtout a un parcours de perte de confiance. Et donc du coup doit faire son périple jusqu'à la fin du film pour réussir à reprendre confiance en elle et en le monde qui l'entoure. Et c'est honnêtement, j'ai passé un très bon moment hier à regarder ça. C'est un film de Sony Pictures Animation, donc les mêmes personnes qui font Spider-Verse. Et il y a une vraie filiation en fait dans le style d'animation, le côté tu sais un peu saccadé qu'a Spider-Verse. Il y a ce côté-là, le côté très expressif aussi de la façon dont les personnages se tiennent, dont ils s'expriment, etc. C'est un film qui est américain, pour être précis. Donc c'est un film dont la version originale est anglaise, mais donc c'est pas un film coréen, hein, mais il y a une vraie vibe. Ça se passe dans ce qui ressemble à Séoul, etc. Et vraiment, c'est plutôt très cool, hein. Okay. Ça cartonne de fou. Ça a dépassé Red Notice en termes de chiffre de visionnage sur Netflix. Ça a même dépassé Squid Game en termes de... c'est le film le plus vu sur la plateforme, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, maintenant, c'est même devenu le piece of media le plus vu sur Netflix en ayant dépassé Squid Game. Donc c'est un vrai raz-de-marée, quoi. Ouais. Juste une question, moi qui n'y connais rien en K-pop et que ça intéresse pas. Ouais, je comprends. Claire, très honnêtement, est-ce que c'est un film que tu me conseillerais quand même? Genre, est-ce que je pourrais prendre du plaisir à regarder dessus? Et vraiment, ça m'intéresse pas. En fait, il y a une différence entre ça m'intéresse pas et je déteste ça, je pense. Si tu détestes ça, évidemment, c'est pas la peine. C'est pas que je déteste ça, mais je n'y vois pas d'intérêt. Ouais, il y a une différence entre ne pas aimer quelque chose et tu vois. Donc, c'est pas improbable que tu passes pas un super moment du coup. Moi, je l'ai pris vraiment comme un film d'animation, et c'est un film d'animation avant tout en fait. C'est un film qui, mine de rien, a des choses à raconter. Et qui effectivement utilise son médium là et son scénario et donc du coup son univers pour le raconter. Donc effectivement, si on est très comment dire, si on est un peu anti K-pop ou si on est très crispé par rapport à ça, je pense que ça marche pas, évidemment. Mais donc évidemment il y a un côté très girly sans vouloir être vieille France là-dessus, mais tu vois très bien qui cible le film, mais j'ai l'impression qu'il est accueilli par bien plus de gens que ça. Donc oui, la preuve, ouais. Donc du coup ça montre que c'est pas fait que pour les enfants ou les nanas ou etc. Bon, moi, si j'ai pu être touché, je trouve que c'est déjà une bonne parce que je suis pas non plus moi j'écoute pas de K-pop, hein, tu vois, genre je l'entends à la maison quand ma compagne l'écoute, tu vois, mais donc ce qui me permet de voir les parallèles, tu sais, en termes de son, en termes de comment ils font, et quand elle me raconte évidemment comment ça marche de leur côté, mais malgré ça, même avec ça, j'ai passé un très bon moment dans ça. C'est bien animé, hein. C'est du il y a des phases de combat, il y a des phases de musique sur des combats, il y a des trucs très cool, très franchement. Donc moi toi typiquement je suis pas mécontent que ce soit ce film-là qui soit le plus gros succès de Netflix, tu vois, genre. C'est évidemment pas du même niveau qu'un Spider-Verse, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est un truc qui m'a rendu curieux et je suis content de l'avoir vu. Ok, non mais vas-y, peut-être qu'un de ces quatre, je jetterai un œil, par curiosité. Et ça dure 1h30, donc très franchement, c'est pas une... Oui, ça va. C'est pas un engagement de temps qui est trop difficile. Non, ouais. Mais c'est marrant quand même que Netflix se soit tourné, ils ont raison, parce que ça marche vers la Corée. Ouais.
les dramas coréens et tout. C'est fou, hein. La place que la Corée occupe dans la pop culture maintenant. Ouais, de Je fou. pense que De fou. on va se tourner vers ça, hein, nous. Hein. Peut-être que. Bon, on va oublier la pop culture américaine. Hein, Pour parce moi, on que va là, oublier le c'est là-bas que ça se Japon passe. aussi. Hein. C'est la Corée, maintenant. Non, ouais, franchement, la pop culture japonaise, pas grand-chose en ce moment. Ils se font bouffer. Hein, parce que même les Japonais, ils adorent la pop culture. Ah bah, bien sûr. Ils aiment pas leurs films japonais et tout. Ouais. Donc, c'est la Corée qui gagne. Donc écoutez, bah voilà, K-pop Demon Hunters, c'est plutôt validé de mon côté. Je vous recommande. Okay. Alors, si vous aimez la K-pop, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour l'avoir vu, parce que vous l'avez déjà vu très franchement. Mais si vous avez une petite curiosité, je pense que bah, vous avez plutôt confirmation que ça vaut le coup d'être vu. Ça marche. Voilà. Merci pour ton avis. Mais écoutez, on a fait le tour des films qu'on a bon regardés cet été. Évidemment, il y a d'autres films qu'on aurait pu traiter, mais que bah, on n'a malheureusement pas eu le temps de regarder. Je sais que moi je voulais regarder Dragon, je voulais regarder The Materialist avec Pedro Pascal, ce genre de truc. Mais bon, bah, pas alors Dragon, il vient à peine de sortir. Il est sorti vendredi là le live action. Ouais. Dragon. Et je sais pas. Je vais peut-être aller le voir, je sais pas trop. Et Materialist, il est pas sorti. Non, je peux même pas le voir. Ouais, non, c'est fou quoi. Ouais. Mais Materialist, on m'a dit que c'était pas fou non plus. Hein. Oui, non, mais moi je pense que c'est typiquement un film que je mate sans trop de problèmes à la maison, quoi. Oui, mais petite déception de tout le monde après Past Lives. Donc, mais bon, je me ferai mon avis. Ma foi. On verra. Ouais. Voilà en tout cas ce qu'on voulait vous dire sur cet épisode un peu hors série. On peut terminer cet enregistrement par vous dire que bah, à l'heure actuelle on ne sait pas quand est-ce qu'on revient de façon régulière sur Pop News. Voilà, parce que bah, beaucoup de choses à faire, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il n'est pas impossible que les actualités reviennent sur un format, on va dire, très court, si je me déterre à le faire. Mais voilà, je vous promets rien. Sur le podcast à 2, en mensuel ou en bimensuel, on ne sait pas. Non, pour l'instant, on ne sait pas. On planifie plutôt quelque chose en début d'année prochaine. Ouais. Ce sera plus simple. Si ça revient en régulier, ce sera plutôt l'année prochaine. C'est ça. Voilà. L'année prochaine, c'est demain. Si on fait des trucs, on va dire impromptus, on vous préviendra sur Discord comme d'habitude. Donc rejoignez-le si vous n'y êtes pas encore. Et puis, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Salut.